Je souhaite remercier nos 2 intervenants, Henri Bergeron et Olivier Boras, qui, participent à cette session depuis Paris. C'est, heu, un petit peu, les, conséquences aussi de cette crise, à savoir que, nous pouvons maintenant et nous y recourons de plus en plus, utiliser ces, moyens techniques pour continuer à se, réunir et à s'échanger sur, divers sujets. De cette manière, nous avons la possibilité de nous échanger, de discuter avec des collègues, et peu importe, où chacun se trouve, nous pouvons, continuer à le faire, que les gens soient en télétravail ou, en France ou en Allemagne, peu importe. Merci encore à Henri et Olivier d'avoir, bien voulu participer à cette, session. Je souhaite, en profiter pour vous présenter brièvement, parce que je ne veux pas qu'on y passe trop de temps non plus. Vous avez tous 2 déjà accompli beaucoup de choses, vous en parlerez peut-être vous-même, Olivier Boras, tout comme Henri Bergeron d'ailleurs, sont tous 2 sociologues, tous 2 travaillent au CSO, Centre de la sociologie et de l'organisation, à Sciences Po, à Paris. Olivier Boras y est spécialisé dans les politiques publiques et met en particulier l'accent sur la question de savoir comment, dans le domaine des administrations publiques, on gère les risques. L'une de ses publications est intitulée «Les politiques du risque» d'ailleurs. L'une de ces autres ou d'autres publications, d'Olivier Boras ont également traité de ces questions, tout comme de sujets concernant, les, gouvernements, les villes et la manière dont la politique a géré le changement social et le changement politique. Henri Bergeron, quant à lui, est spécialiste de la, sociologie des, systèmes de santé. Il a effectué beaucoup de travaux dans ce domaine, a également beaucoup publié. Il a travaillé avec Patrick Castel, avec qui il a publié Sociologie et politique de la santé. Il a en outre publié un livre qui s'appelle La sociologie de la drogue et a traité des, complications qui se présentent dans le domaine des technologies et de la santé. Ensemble, Olivier et Henri ont, au cours des dernières semaines et des derniers mois même, très souvent pris la parole en France et donné leur, opinion sur la manière dont la crise a été, gérée dans le pays. Je crois que nos 2 intervenants, de par leurs travaux, sont, d'excellents intervenants pour discuter avec nous ici aujourd'hui de cette question de savoir s'il s'agit d'une crise organisationnelle quand on parle de cette gestion de Covid-19 en France. Notre commentateur prendra la parole après l'intervention de nos 2 collègues, Jérémy Gerhardt, qui est associé aussi au Centre Marc Bloch et qui actuellement mène un projet à l'université Humboldt de Berlin. Jérémy a fait une dissertation à Paris et terminé dans le domaine de la sociologie. Il a l'an dernier traité de nombreuses questions concernant justement cette crise sanitaire et la gestion de ces systèmes sanitaires et de ces crises sanitaires. Il a beaucoup parlé également de la gestion dans les hôpitaux de la situation des plus pauvres
Dans sa biographie franco-allemande, il a, déjà vu, beaucoup de choses et pu mener beaucoup de comparaisons. Il va donc, pouvoir recourir à cette expérience pour nous présenter un petit peu, la situation dans les 2 pays, peut-être aussi les comparer, voir comment la crise a été gérée en Allemagne, comparée à sa gestion en France. Il nous donnera aussi son opinion, peut-être complémentaire sur ce qui s'est passé, jusque-là et nous parlera peut-être aussi de ses particularités, spécifiques à la France, dont nous parlerons dans l'ensemble. Voilà, c'est ce que je voulais, vous dire en guise d'introduction. Une fois de plus, je souhaite, vous redire que je suis très ravie de pouvoir vous accueillir ici aujourd'hui. Je vous rappelle que ce séminaire compte, dans ce cycle en ligne, qui est, intitulé «Essentiel à la société, les effets sociaux de la crise, perspectives franco-allemandes et européennes». Il s'agit donc du traiter des questions de gestion de la crise, de la pandémie Covid-19 partout dans le monde, en particulier ici pour nous en France et en Allemagne, mais aussi dans le reste de l'Europe. Nous, souhaitons, en entendre parler ensemble et nous échanger là-dessus aujourd'hui et nous sommes ravis maintenant de donner la parole à Olivier et Henri. Merci. Merci beaucoup, Jacob, pour cette présentation et surtout pour l'invitation et l'opportunité que vous nous donnez de présenter nos réflexions qui sont à ce stade, je tiens à le préciser, et c'est important, ce sont vraiment des pistes de recherche. Ce sont des questions que nous nous posons en observant cette crise se développer sous nos yeux et dont nous essayons effectivement de tirer quelques premières pistes de recherche ou enseignement en appliquant dessus les théories, les travaux de sociologie des organisations et de sociologie de gestion des crises pour essayer effectivement d'essayer de rendre compte de ce que nous observons. Mais ce ne sont vraiment que des pistes de recherche. Donc, je vais surtout présenter les premières pistes et après, je laisserai la parole rapidement à la fin à Henri pour suggérer d'autres ouvertures en termes notamment d'enjeux de formation que posent ces résultats. Et ensuite, dans les débats, dans les questions, nous pourrons revenir sur un certain nombre de points présentés rapidement. Autre précision, les pistes que nous présentons aujourd'hui sont le résultat d'une réflexion à 4. Donc là, nous sommes 2, mais il faut aussi y associer Patrick Castel, donc qui est chercheur au Centre de sociologie des organisations, comme Henri et moi, et François Dedieu, qui lui est chercheur à l'INRA, au laboratoire LISIS. Donc c'est vraiment une réflexion à 4 que nous menons actuellement, chacun avec nos expertises différentes, pour essayer effectivement d'éclairer ce processus. Donc je dirais, voilà, et le matériau que nous utilisons est essentiellement effectivement, essentiellement effectivement un matériau médiatique, donc ce que nous pouvons lire dans la presse quotidiennement ou entendre à la radio ou à la télévision, mais aussi nous sommes amenés à conduire des entretiens par téléphone, par définition, par téléphone, par Zoom, avec à la fois des praticiens hospitaliers, mais aussi des responsables d'agences, mais aussi des personnes dans des ministères. Et donc nous avons aussi commencé à récupérer des données, je dirais primaires, qui apportent quelques éclairages. Mais une fois de plus, nous n'avons pas encore conduit une étude en bonne et due forme de l'ensemble de ce processus. Voilà. Donc, une fois que les préliminaires posés, je dirais que notre premier et notre principal étonnement reste effectivement cette décision prise par le gouvernement français. Elle n'est pas isolée, mais en l'occurrence, nous allons parler de la France aujourd'hui. Cette décision, le 12 mars, qui va être réellement activée le 16 mars, d'imposer un confinement général à la population française. C'est un étonnement c'est une décision étonnante pour 3 raisons. D'abord parce que c'est une mesure qui n'a jamais été mise en œuvre ou testée en France. Deuxièmement, c'est une mesure sur laquelle il n'existe aucune connaissance scientifique, c'est-à-dire qu'on n'a pas de travaux sur ce que produit le confinement, à la fois durant le confinement, mais après, au moment où on déconfine. Donc, on n'a pas de connaissance ni sanitaire, ni sociale, ni économique, ni autre sur cette mesure. Et puis enfin, c'est une mesure qui n'était prévue dans aucun des plans de préparation de gestion de crise. Et pourtant, Dieu sait, j'y reviendrai, que la France dispose de beaucoup de plans. Aucun de ces plans n'avait prévu la possibilité de confiner la totalité de la population française. Et pourtant, le 12 mars à l'Élysée et ensuite le 16 mars, le président l'annonce publique à l'ensemble du pays, il est décidé de confiner la population française. Donc notre question, notre étonnement, c'est finalement comment on en arrive là. Comment on arrive effectivement à une décision aussi radicale, aussi inédite, aussi brutale. Certes, elle n'est pas isolée, on pourra y revenir, mais quand même, effectivement, elle nous interpelle.
Et elle interpelle d'autant plus effectivement que l'on commence effectivement à voir les prémices d'un récit officiel se dessiner, un récit de ce qui s'est passé finalement, de ce qui s'est joué entre le 12 et le 16 mars. Et dans ce récit officiel dont on commence à voir effectivement des éléments, on nous explique que le 12 mars, le président de la République, entouré d'un certain nombre de ministres et de responsables d'agences, réunit le conseil scientifique qu'il a constitué quelques jours plus tôt, sur lequel on reviendra, et que ce conseil scientifique lui présente des données, à la fois donc la fameuse étude réalisée par Imperial College à Londres de Niall Ferguson avec les fameuses vagues, donc ce qui va donner lieu à l'image du fameux tsunami, donc ces fameuses vagues effectivement pandémiques, et puis les chiffres français de diffusion. Et en présentant ces données, le conseil scientifique explique au président qu'il n'y a pas d'autre choix que de confiner l'ensemble de la population française. Et donc le président de la République, convaincu par ces arguments, par ces données, va donc décider de recourir à cette mesure. L'argument étant qu'il n'y a pas d'autre choix possible, donc c'est la seule solution, et que c'est la seule solution si on veut éviter, je cite, un carnage. Alors, les éléments effectivement qui viennent compléter cette décision sont, on le sait maintenant aussi, le fait qu'à ce moment-là, le 12 mars, les autorités françaises prennent aussi conscience qu'elles n'ont pas les moyens de recourir à d'autres mesures, notamment qu'elles n'ont pas les stocks de masques suffisants ou les stocks de tests suffisants pour pouvoir adopter des mesures plus progressives et plus proportionnées. Néanmoins, effectivement, la question, voilà, le récit pose effectivement les éléments de décision en ces termes. Et justement, ce qui nous intéresse, nous, c'est que dans ce récit, qui a une petite version un peu héroïque quand même, on a le décideur à qui on donne les éléments, on lui met en main tous les éléments et il prend la décision. Il y a quand même beaucoup de zones d'ombre. Et c'est sur ces zones d'ombre que nous voudrions effectivement travailler et commencer à réfléchir. D'abord, première zone d'ombre, premier élément qui n'apparaît pas dans ce récit, pourquoi a-t-on attendu aussi tard? Pourquoi a-t-on attendu effectivement le 12 mars pour prendre conscience de l'ampleur de la vague qui arrivait? Autre zone d'ombre, pourquoi finalement réalise-t-on aussi début mars que la France ne dispose pas des stocks de masques et de tests nécessaires qui pourtant avaient été prévus dans les plans de gestion de crise, notamment les plans pandémie grippale? Pourquoi, autre zone d'ombre aussi, pourquoi effectivement cette décision est-elle séquencée en 3 moments? Alors pour nos amis et collègues allemands, je précise, le 12 mars ce soir, le président de la République, donc Emmanuel Macron, à la télévision, annonce que nous sommes en guerre contre un virus et donc qu'on va fermer les écoles. 2 jours plus tard, le 14 mars ce soir, le Premier ministre, Édouard Philippe, à la télévision à nouveau, annonce qu'à partir de minuit, le soir même, tous les restaurants et les bars seront fermés. Et puis 2 jours plus tard, le 16 mars, le président Emmanuel Macron, à nouveau à la télévision, annonce qu'à partir du 17 mars, le lendemain, donc, l'ensemble de la population est confinée. Donc, comment expliquer ce séquençage? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se joue dans ces 3 moments? Et pourquoi, effectivement, pourquoi cette division? Autre zone d'ombre aussi dans ce processus de décision, pourquoi le président crée-t-il un conseil scientifique qui n'était prévu dans aucun dispositif, aucun plan, aucun texte? Donc, pourquoi effectivement une création ad hoc alors qu'il existe déjà un certain nombre de structures d'expertise à sa disposition? Pourquoi, autre zone d'ombre, la cellule interministérielle de crise, donc qui est le dispositif officiel de gestion de crise dans le système français, prévu par les textes, n'est-elle activée, n'est-elle mise en place que le 17 mars? Autrement dit, le jour où le confinement commence et pas avant, alors qu'elle aurait dû peut-être être activée plus tôt. Et finalement, autre question plus générale, autre zone d'ombre finalement plus générale, pourquoi l'ensemble des plans qui avaient été élaborés depuis des années, l'ensemble des dispositifs, des outils de gestion de crise qui avaient été effectivement conçus à cet effet pour justement ce type de situation, ne sont-ils pas appliqués? En tout cas, ne seront-ils pas appliqués réellement dans toute leur étendue avant le 11 mai, 2 mois plus tard donc, et surtout à partir du début du mois de juin? Et pourquoi, durant cette période, on va voir se multiplier des structures, des créations d'organisations ad hoc et tout un ensemble effectivement de dispositifs parallèles à ceux qui avaient été normalement imaginés et conçus pour gérer une crise. Donc, assez différentes, vous voyez, donc ça fait beaucoup de questions, il y en a beaucoup d'autres encore, mais ça fait beaucoup de questions, et nous avons commencé effectivement à essayer d'apporter des éléments de réponse que je diviserai en deux grandes séries, deux grandes piles de réponses. Première série d'éléments de réponse autour finalement de ce qu'on
peut appeler, et ce que la sociologie des crises, notamment américaine, appelle un drift organisationnel, organizational drift. Donc, l'idée que la France avait à sa disposition des outils, des plans, des structures, des agences, un certain nombre de dispositifs à sa disposition pour gérer des crises, mais que ceux-ci progressivement ont été revus à la baisse, ont été minimisés, ont été négligés. On voit effectivement, si on reprend effectivement un petit peu la chronologie des événements en France depuis le début des années 2000, entre 2004 et 2007, la France va se doter d'un assez vaste dispositif d'outils, de dispositifs, de plans pour gérer notamment des crises pandémiques. Donc la question de la pandémie grippale est une question qui préoccupe beaucoup les autorités à cette époque-là, notamment avec le SARS et puis H5N1. Et donc, on va effectivement être amené effectivement à se doter d'une agence spécifique, de plans, de dispositifs, lesquels vont connaître leur première grande épreuve en 2009 avec l'épidémie de H1N1. Et en France, pour aller vite, là aussi je vais très vite, la gestion de cette épidémie de H1N1 est considérée comme un échec au sens où le gouvernement de l'époque est accusé d'avoir surréagi. Autrement dit, dans le langage des organisations, on dit que c'est une erreur de type 2, c'est-à-dire qu'au finalement, on a réagi massivement face finalement à un risque qui était très faible, qui n'est pas inexistant, mais qui était très faible. Et donc, ce que l'on voit, c'est qu'à partir de 2010, donc l'année suivante, on commence à avoir un changement de doctrine au sein des agences de l'État qui vont progressivement, effectivement, être amenées à revoir à la baisse leur implication dans cette préparation. C'est à ce moment-là, effectivement, que l'on a le fameux changement de doctrine sur les masques, où on va dissocier une gestion stratégique des masques au niveau national, au niveau de l'État, et une gestion tactique au niveau des organismes déconcentrés. Et dans ces gestions tactiques, finalement, on va déléguer à toutes sortes d'organisations privées et publiques le soin de se doter en masques, dans une période fortement marquée par des contraintes budgétaires, ce qui va conduire beaucoup d'organisations publiques, centrales et déconcentrées, effectivement, de fait, à ne pas renouveler les stocks de masques et donc progressivement à laisser tomber, effectivement, à ne plus avoir le nombre de masques qui avait été prévu dans les plans. Donc, un premier élément d'explication tourne autour effectivement de ce phénomène finalement à la fois l'échec entre guillemets de la crise H1N1 et à partir de 2010 une sorte de démobilisation qui elle-même va être nourrie par le fait que d'autres crises vont surgir, le MERS notamment, mais aussi d'autres virus. Et à chaque fois, les autorités françaises, mais aussi les hôpitaux, auront le sentiment que ces crises sont gérables, qu'ils pourront effectivement les maîtriser. Et là, on a un second concept qui est important, qui a été forgé par notre collègue François Dedieu, qui est celle de risque scélérat. Risque scélérat, c'est finalement un risque que l'on sous-estime, c'est-à-dire qu'on voit effectivement apparaître régulièrement ces alertes pandémiques, ces alertes épidémiques, mais finalement, chaque fois, elles ne sont pas si graves que ça, on les maîtrise. Et donc, quand en janvier, on voit apparaître effectivement ce nouveau virus en Chine, eh bien là aussi, on se dit, une fois de plus, quelque chose qu'on connaît, on va pouvoir maîtriser. Ça ne nous inquiète pas, ça ne va pas nous déborder. Et ce n'est que très tard qu'on va se rendre compte qu'effectivement, que ce n'est pas la même chose et qu'on est face à une menace bien plus grave. Et donc là, effectivement, on a ce raccourcissement du temps qui va se jouer, je dirais, aux alentours du début du mois de mars, parce qu'en fait, si on reprend la chronologie, les premiers cas en Europe de Covid-19, c'est en France. Les premiers morts, c'est aussi en France. Donc, on a, dès la fin du mois de janvier, on commence à avoir des alertes assez sérieuses. Mais ce n'est que début mars que réellement, on prend conscience à la fois de l'ampleur de la crise, de l'épidémie qui arrive, du manque de préparation et notamment du fait qu'on n'a pas les masques. Et ce n'est pas tant qu'on n'a pas les masques, c'est on se rend compte qu'à l'époque, on a environ 130 millions de masques, ce qui peut paraître beaucoup, jusqu'au moment où on se rend compte que les hôpitaux seuls ont besoin de 160 millions de masques par mois. Et là, on voit bien effectivement que tout de suite, il y a un décalage criant entre le nombre de masques disponibles et le nombre nécessaire. Et donc là, on a un troisième phénomène qui est ce que le sociologue américain Lee Clark a appelé une panique des élites. On a un phénomène de panique où on se rend compte que finalement, on est face à un danger qu'on avait sous-estimé avec aucun moyen d'y faire face, autre effectivement que de recourir à une décision brutale qui est celle du confinement. Mais ça n'explique pas tout. Pourquoi, effectivement, le 12 mars, on décide, effectivement, le président de la République décide de prendre cette mesure, mais pourquoi est-ce qu'il ne l'annonce que le 16 mars? Et là, on a un autre élément d'explication qui intervient, une autre hypothèse, en tout cas, de recherche à ce stade,
nous tirons notamment des travaux de Graham Allison, qui montrent effectivement que cette décision sur la crise, la pandémie, elle n'est pas isolée, elle est associée à d'autres décisions. D'une part, on a durant tout le mois de janvier-février, on a en France des conflits sociaux graves, importants. On a des grèves, on a des réformes en cours. Et de fait, il est assez clair aujourd'hui que la décision de ne pas entendre l'alerte au moment où elle est émise tient aussi au fait qu'on ne souhaite pas effectivement ralentir le rythme des réformes, ralentir notamment la réforme des retraites. Et donc, on se dit que si on commence effectivement à déclencher une alerte, on risque effectivement de mettre en pause d'autres réformes qui sont jugées importantes. Et par ailleurs, le 12 mars, donc quand le président de la République annonce que nous sommes en guerre, mais qu'il ne décide pas encore le confinement, il ne faut pas oublier que le 15 mars, le dimanche, 3 jours après, il y a les élections municipales en France. Et le gouvernement, à ce moment-là, ne souhaite pas annuler les élections municipales, pour des raisons sur lesquelles on peut revenir dans la discussion si vous voulez. Et donc, le séquençage des décisions, en fait, est un séquençage qui doit permettre aussi, d'une part, de ne pas paniquer la population, et deuxièmement, de permettre aux élections municipales de se dérouler normalement le 15 mars. Et donc, ce n'est que le 16 que le président annonce le confinement. Donc, voilà une première série d'explications sur pourquoi, effectivement, on réagit aussi tardivement et pourquoi, au moment où la décision se prend, il n'y a qu'une seule, a priori, option sur la table, qui est celle du confinement généralisé de la population. Une fois de plus, décision qui est totalement inédite. Deuxième série d'éléments de réponse, qui là aussi renvoie à des processus organisationnels, c'est finalement une réponse très bureaucratique à la française à cette crise. À savoir que les problèmes de coordination qui vont se poser très vite dans cette gestion de crise vont conduire à créer de nouvelles organisations pour essayer effectivement de régler les problèmes de coordination, ce qui ne va faire qu'en fait, par un phénomène de cercle vicieux, accroître encore la complexité du dispositif. Comme je l'ai dit, le président crée un conseil scientifique début mars. Cette question, effectivement, nous a beaucoup intrigués. C'était l'objet d'un des articles que nous avons publiés. C'est savoir pourquoi effectivement créer ce dispositif alors que l'on a en France des agences d'expertise, des agences sanitaires, tout un dispositif disponible, et des ministères aussi, qui normalement sont là pour produire de la connaissance, de l'expertise et prendre des décisions. Et il nous semble là que la réponse, là aussi, on peut trouver des éléments de réponse dans les travaux de Graham Allison, dans son livre Essence of Decision, quand il montre bien, effectivement, quand il étudie l'édition de Kennedy et de Khrouchtchev lors de la crise des missiles de Cuba, qu'il y a une forme de défiance de la part de ces présidents dans leur administration et dans le fait que ces administrations, ces agents, ces structures sont prises dans des routines bureaucratiques, dans des procédures qui alourdissent des procédures de décision et qui vont effectivement les contraindre, qui ne vont pas leur permettre effectivement d'avoir la souplesse, la réactivité dont ils estiment avoir besoin. Et donc, en créant ce conseil scientifique en dehors des dispositifs existants, effectivement, il se dote d'une structure beaucoup plus légère, à sa main aussi, il ne faut pas le négliger, mais qui va effectivement permettre de se libérer des contraintes bureaucratiques des agences et des administrations qui, normalement, auraient dû effectivement l'informer dans la crise. Mais à partir de là, effectivement, ce qui est frappant dans cette crise, en tout cas en France, et je ne sais pas si c'est vrai dans d'autres pays, c'est la multiplication donc, de structures parallèles. C'est-à-dire qu'on va, à partir de là, observer à la fois donc, un dispositif central de gestion de crise, entre guillemets classique, qui va être systématiquement contourné, complété, doublé d'autres structures de décision, au point où on ne sait jamais très bien où se prennent les décisions, ni comment se prennent les décisions, et notamment pour les acteurs de la gestion de crise, dans les différentes cellules au niveau central, au niveau local, il y a une très grande confusion sur où se prennent les décisions et comment se prennent les décisions. Deux décisions en particulier restent à ce jour totalement mystérieuses dans la manière dont elles ont été prises et par qui et comment. D'une part, la décision de réquisitionner les masques dans les entreprises et les administrations déconcentrées. Donc, quand l'État se rend compte qu'il n'a pas les masques nécessaires, il va les réquisitionner ceux que les entreprises et les administrations avaient constitués de leur côté, sans s'interroger sur les conséquences de cette réquisition. Et deuxième décision encore plus mystérieuse, la décision effectivement du président de la République de réouvrir les écoles à partir du 11 mai, décision que l'ensemble des ministères découvrent le soir même quand le président annonce cette décision, et donc avec devant eux 15 jours pour mettre en musique cette décision et la mettre en œuvre. Donc, on a effectivement une structure extrêmement complexe. Je terminerai là-dessus pour passer la parole rapidement à Henri. Une structure qui reste effectivement complexe, mais dans laquelle effectivement on voit bien qu'on ne va pas cesser effectivement de créer de nouveaux dispositifs de gestion de crise, de nouvelles cellules, de nouvelles organisations,
y compris tout récemment, donc la fameuse CIC, donc la cellule interministérielle de crise, donc qui est dans le système français le cœur du réacteur en gestion de crise, est remplacée depuis une semaine maintenant par le CIC. Donc, on a changé le genre et le sexe de l'institution, le centre interministériel de crise. Là aussi, donc une structure qui n'est prévue dans aucun texte, qui grosso modo recouvre quand même les mêmes missions que la CIC, mais on sent effectivement ce besoin récurrent, typiquement français là pour le coup, et que Michel Crozier avait déjà bien étudié à l'époque, effectivement, de créer à chaque fois de nouvelles organisations, de nouvelles solutions organisationnelles pour résoudre les problèmes de coordination et de coopération. Et je terminerai là-dessus. Donc, je pense que cette confusion explique quand même ce grand paradoxe français. C'est-à-dire, à la fois, on a une population qui a très majoritairement adhéré aux mesures de protection, donc a accepté le confinement et n'a pas protesté, n'a pas râlé. Et en même temps, dans les sondages, un très haut niveau de défiance de cette même population vis-à-vis du président de la République et du Premier ministre dans la manière dont ils ont géré cette crise. Et c'est clair qu'une partie de cette défiance se trouve dans cette très grande difficulté à bien comprendre où se prennent les décisions, qui prend les décisions et comment cette crise est gouvernée. Je passe la parole à Henri pour quelques mots sur les enjeux en termes de formation. Alors, merci de nous accueillir. Je vais être rapide parce que c'est Olivier qui faisait l'essentiel de la présentation et je prendrai en charge la réponse aux questions s'il y a des questions. Je voudrais, avant d'aborder ces enjeux de formation, revenir sur 4 points pour encore appuyer les propos d'Olivier. Le premier, c'est le point de départ de notre curiosité, c'est ce qu'a dit Olivier, c'est-à-dire finalement, c'est le paradoxe d'une société surpeuplée en organisation, et notamment dans le domaine de la santé, est parfaitement désorganisée parce qu'incapable de coordonner ces organisations. Si vous prenez le champ de la santé, vous avez des sociétés savantes, vous avez une profession, des ordres médicaux, vous avez des agences, on a au moins 5 ou 6 agences sanitaires en France, vous avez des hauts conseils, des hauts comités, vous avez comment dire, non seulement il y a énormément d'organisations productrices de connaissances en santé, mais également la santé, c'est vraiment un domaine dans lequel il existe des méthodologies de production de consensus en situation d'incertitude. C'est pas la même chose dans le nucléaire, c'est pas la même chose dans l'environnement, mais les médecins, ceux qui travaillent sur le cancer, par exemple, ils élaborent des guides de bonne pratique qui les aident à se mettre en situation de prendre des décisions en matière d'incertitude. Eh ben, en dépit, j'ai envie de dire, de ce caractère surorganisé du champ de la santé et de la santé publique en France, le président Macron a décidé de constituer un conseil scientifique. Un conseil scientifique, ce sera mon deuxième point, qui est composé essentiellement de médecins. Et c'est quelque chose qui va être très compliqué pour lui. Infectiologue, anesthésiste réanimateur, réanimateur médical, épidémiologiste. Et quand on prend une décision sur la base d'avis simplement médicaux, on court le risque d'octroyer à la norme sanitaire une importance considérable. Et je pense qu'en ce moment est en train d'émerger le caractère déséquilibré de cette décision. Déséquilibré parce que des aspects économiques qui eux-mêmes auront des conséquences en santé n'ont jamais été pris en compte. Le troisième point que je veux souligner, c'est qu'on retrouve un tropisme culturel typiquement français. On eût pu imaginer qu'un confinement sélectif ait été décidé. C'est-à-dire, on eût pu imaginer que la région Île-de-France avec Paris, ou que la région de l'Est à la frontière de l'Allemagne, ou que la région du centre-nord dans l'Oise ait été confinée, alors que d'autres régions pas du tout atteintes ne l'ont pas été. Et finalement, en France, il n'est pas possible de rompre l'égalité du territoire et des citoyens face à des décisions de l'État. Et ça nous rappelle la façon dont la ministre de la Santé avait géré la campagne de vaccination de H1N1 en 2009, où elle avait
décidé de vacciner toute la population française, là où les modèles épidémiologiques montraient qu'un pourcentage plus limité pouvait suffire à contenir l'épidémie. Mais elle ne pouvait pas politiquement, culturellement, décider qu'une mesure n'allait pas concerner tous les Français. Donc on est incapable de ce point de vue-là de faire de la santé publique, parce que la santé publique prévoit aussi des approches qui sont des approches sélectives, des approches sélectives en fonction des populations à risque, en fonction de certains groupes. Et donc on a décidé d'un confinement total qui va avoir des conséquences économiques absolument considérables, parce que politiquement, le confinement sélectif par zone géographique n'était pas possible. Le quatrième point, c'est sur le 11 mai. Olivier dit que nous n'avons pas beaucoup d'hypothèses. La seule hypothèse que l'on peut avoir, c'est qu'effectivement, Emmanuel Macron a commencé à sentir la nécessité de prendre en compte d'autres enjeux, et notamment économiques et sociaux. Et évidemment, la réouverture des écoles, c'est bien sûr, comme il a été présenté par le gouvernement, une mesure de réduction des inégalités face à l'accès au savoir, parce que des études commençaient à montrer que les populations défavorisées en France souffraient beaucoup plus et des jeunes étaient en décrochage scolaire, alors que d'autres, dans des familles aisées, pouvaient continuer à faire de l'école avec leurs parents. Et donc, il a avancé cette mesure comme une mesure de réduction des inégalités, mais c'est surtout une mesure de libération d'une force de travail, les parents qui peuvent retourner travailler. Le dernier point, Olivier l'a aussi souligné, sur lequel je voudrais revenir et je m'arrêterai là, c'est finalement ce biais technocratique typiquement français qui consiste à créer des organisations de coordination sans jamais investir de réflexion ou sur la façon dont ces organisations peuvent coordonner. Parce que qu'est-ce que prouve cette crise? C'est pour ça qu'on appelle ça une crise organisationnelle, c'est que finalement, que ce soit au sommet de l'État, que ce soit dans les régions où il y a eu de la compétition entre le préfet, entre le directeur de l'agence régionale de santé, entre le directeur de la région, donc entre la filière des élus et la filière technocratique, ou que ce soit même dans les hôpitaux, parce que là, on fait en ce moment beaucoup d'interviews auprès des services de réanimation et des services administratifs pour montrer pourquoi certains hôpitaux se sont mieux adaptés à la crise, ont pris les bonnes décisions, notamment par rapport à la controverse sur les médicaments, par rapport à la controverse sur les techniques de ventilation, etc. Je ne sais pas si vous avez suivi ces débats, mais il y a eu beaucoup de remises en cause des normes médicales qui étaient appliquées jusqu'à maintenant en termes de réanimation. Eh bien, qu'est-ce que montre cette crise? C'est vraiment le fait qu'on est suréquipé en matière d'instruments de coordination, mais que finalement, ces instruments de coordination sont abandonnés au moment où l'action doit être menée, que ce soit au niveau de l'État, des régions et Donc la question qui se pose, c'est pourquoi finalement investir autant en énergie de conception, en argent pour doter ces structures de personnel, en équipement de matériel de détection des signaux, en répétition de ces... enfin, en réalisant des exercices et des simulations de gestion de crise, si finalement ce n'est pas pour les mobiliser. Il y a vraiment en France cette idée, ça c'est typiquement une conclusion que Michel Crozier montrait déjà il y a 50 ans, Olivier l'a souligné, il y a vraiment une tendance à considérer que l'instrument, donc par exemple une organisation de coordination ou par exemple une technologie, par lui-même est capable de créer un état social aussi complexe qu'on appelle la coopération. Et ça, c'est typiquement français. Merci beaucoup. On attend vos questions avec plaisir. Merci beaucoup, Olivier. Merci beaucoup, Henri. Je laisse la parole donc à Jérémy pour ses commentaires. D'accord, vous m'entendez? Ouais, je pense que vous m'entendez. D'abord, un grand merci à Henri Bergeron et à Olivier Boras pour les textes qu'ils nous ont envoyés et puis pour leur présentation très intéressante. Comme j'ai que peu de temps pour le commentaire, je vais surtout me concentrer sur un point principal et soulever quelques questions auxquelles vous pourrez répondre ou pas selon envie.
Donc dans votre présentation, il y a beaucoup d'éléments soulevés qui concernent donc la gestion par les pouvoirs publics de la crise liée à la Covid-19. Donc un point qui m'a particulièrement interpellé dans les textes, c'est celui de la critique à la technocratie comme modèle de gouvernement, et ça a tendance donc à magnifier l'organisation comme solution sans pour autant voir les effets pervers du fétichisme de l'organisation. Donc à trop vouloir organiser, on arrive moins bien à s'organiser. Donc et ce point en fait me fait penser à la critique qu'on fait habituellement au New Public Management, donc à ces réformes néo-managériales qui ont lieu dans les institutions publiques et dans les administrations françaises qui se sont installées depuis une vingtaine d'années. Donc là aussi, une grosse erreur de la logique managériale, enfin en tout cas une grosse critique qu'on adresse à la logique managériale et à ces réformes du New Public Management, c'est de penser les problèmes uniquement, enfin, les problèmes des administrations uniquement dans leur dimension organisationnelle. Donc le problème des administrations publiques, ce serait qu'elles seraient mal organisées, peu efficaces et coûteuses à cause de cette mauvaise organisation. Donc c'est à grand renfort de managers qu'on réorganise les administrations publiques. Et ça m'a fait penser aussi à l'ouvrage de Dominique Dupagne, La revanche de Rameur, dans lequel il raconte cette fable. C'est une critique du système de santé, cet ouvrage, et donc la revanche de Rameur fait référence à une fable où, pour augmenter les performances d'une équipe d'aviron, les entraîneurs vont choisir d'engager des consultants, et peu à peu, les rameurs sont remplacés les uns après les autres par des consultants, si bien qu'à la fin, il n'y a plus de rameurs, seulement des consultants, et que le bateau ne peut plus avancer. Donc voilà, en gros, tout ça pour dire qu'à ne miser que sur l'aspect managérial ou organisationnel, les réformes ont tendance à étrangler budgétairement nos administrations. On a un peu l'impression que ici, dans une gestion de crise, aussi à ne se concentrer que sur l'aspect organisationnel, on a un peu tendance à oublier les détails pratiques et la main-d'œuvre réelle. Mais au-delà de ça, je voudrais continuer le parallèle avec la critique du New Public Management. C'est qu'on voit aussi une des grosses critiques du modèle néo-managérial, c'est d'avoir servi à faire passer des réformes de rigueur budgétaire qui ont considérablement réduit les budgets et les ressources en personnel et en équipement des administrations publiques, notamment des hôpitaux. Et quand je prends en compte une comparaison entre des pays européens, il devient clair pour moi qu'un facteur essentiel qui a joué dans la bonne ou la mauvaise gestion de l'épidémie de Covid-19 réside dans le niveau de richesse des pays et la préexistence ou non de crises économiques et sociales structurelles. Donc, si on prend les difficultés qu'ont connues les systèmes hospitaliers italiens, espagnols et français, dans la réponse à la crise sanitaire, on les explique en grande partie par le fait qu'ils ne disposaient pas d'assez de lits de réanimation, de tests, de personnel et de matériel approprié. Donc, on est dans ces systèmes de santé, la situation normale, les systèmes hospitaliers sont en tension continuelle, même on peut le dire en crise structurelle. Le système de santé français était en grève, enfin les hospitaliers étaient plus ou moins en grève depuis un an, enfin dans un mouvement de protestation depuis un an. Et donc, il apparaît évident qu'ils connaissent davantage de difficultés à gérer une crise sanitaire qui vient s'ajouter à la crise structurelle. Donc, pour revenir à ce que vous évoquiez, le flop de Christine Bachelot dans la gestion de l'épidémie de H1N1, et sur donc, ces masques et ces vaccins qui ont été achetés en trop. Vous l'évoquez pour montrer le phénomène de désapprentissage ou de mémoire à court terme des institutions qui vont prendre en compte que les effets négatifs de la crise précédente sans parvenir à tirer des leçons des crises plus anciennes. Et selon moi, le problème il est un peu plus complexe que ça. Si on considère l'austérité budgétaire qui gouverne le quotidien des structures publiques, on voit que la place donnée à la préparation d'événements exceptionnels futurs est forcément restreinte. On peut se demander s'il n'y a déjà pas assez de blouses et de masques dans le fonctionnement normal des hôpitaux. Comment justifier qu'on fasse des réserves de matériel qui pourraient se périmer si aucune épidémie n'arrive, comme ça s'est passé en 2009. Donc là, on peut voir pourquoi l'Allemagne
qui, économiquement et socialement, connaît des meilleures conditions structurelles et qui dispose d'un système de santé qui est mieux équipé, moins asphyxié budgétairement et mieux doté en personnel, a pu logiquement mieux gérer la crise du coronavirus. Et ça, pour moi, sans pour autant avoir été mieux préparé ou avoir réagi de manière mieux organisée, d'avoir eu un meilleur protocole de gestion de crise qu'en France. Parce qu'en Allemagne aussi, l'impréparation et le manque de coordination entre les différentes institutions ont largement dominé dans la gestion de l'épidémie. On a juste donné un exemple dans les mesures de confinement en Allemagne. On a laissé beaucoup plus de liberté aux Länder, aux régions allemandes, et il y a une moins grande centralité. Mais en fin de compte, ça a produit en fait des mesures sanitaires qui étaient parfois un peu contradictoires ou en tout cas un peu qui n'étaient pas toujours logiquement concertées. On a donc 2 Länder qui ont décidé de fermer leurs frontières intérieures, par exemple, alors que les autres les ont gardées ouvertes sans que cela ne corresponde à une mesure concertée entre les Länder. Donc voilà, tout ça pour dire que selon moi, un paramètre essentiel à prendre en compte dans les leçons qu'on peut tirer de la gestion de l'épidémie, de manière générale d'événements imprévus, c'est celui de la capacité à faire des réserves de matériel et à disposer d'équipements qui peuvent absorber un surplus d'activités ponctuelles. Du coup, j'en viens à ma question. Est-ce que vous pensez qu'en améliorant les points que vous évoquez dans votre présentation, donc la coordination des acteurs, la formation des hauts fonctionnaires et la mémoire institutionnelle ou la décentralisation du pouvoir, est-ce que cela aurait-il suffi à améliorer sensiblement la gestion de la pandémie de la Covid-19 ? Autrement dit, est-ce qu'à votre avis, ces éléments auraient pu pallier les difficultés qu'engendrent les manques de marge de manœuvre en termes budgétaires et de niveau d'équipement? Je voudrais juste faire une deuxième petite question, beaucoup plus courte, et après vous laisser la parole. Là, ce serait plutôt une question un peu sur votre objet d'étude, donc la gestion de la crise. Donc on entend beaucoup parler de la crise dans les médias. De manière générale, les médias aiment beaucoup parler de crise et je me suis demandé ce que vous entendiez par le concept de crise. Est-ce que dans vos travaux, vous utilisez une définition de la crise qui est construite sociologiquement ou est-ce que vous considérez la crise comme un objet de recherche qui est défini et construit de l'extérieur dans le monde politique et les médias? Voilà, et pour moi, et je voulais vous demander si dans vos recherches sur les gestions de crise, est-ce que vous faites une différence entre des crises qui sont plus ponctuelles et imprévues, donc comme là, la crise sanitaire de la Covid-19 ou des catastrophes naturelles, et des crises qui sont plus structurelles dans l'économie ou l'organisation sociale. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup pour ces commentaires très instructifs. Je pense qu'Olivier aura des points à rajouter. Je vais revenir sur d'abord sur votre commentaire. Il y a deux façons de voir le rôle du New Public Management, c'est-à-dire finalement comme un approfondissement d'une fascination pour l'organisation, dans la façon dont on se représente les difficultés de la gouvernance, d'accord ? Ça pouvait être aussi vu comme justement un moyen et c'est plutôt comme ça qu'on l'a considéré, comme un moyen de lutter contre ce caractère surorganisé qu'a l'État français et contre ce tropisme, j'ai envie de dire, technocratique. Et ce que tendraient à montrer les premiers éléments, j'ai envie de dire, qu'on a récoltés, c'est que le New Public Management n'a pas du tout contribué à cette simplification, même si, comme vous l'avez dit, il a permis de rendre, de se focaliser sur cette question du management et de l'organisation et de rendre plus invisible cette question des ressources. Ce qui est sûr, c'est que cette crise, elle a rendu la question
des ressources, des lits, du financement de l'État-providence au sens large, très populaire en France. Et je ne suis pas sûr que les gens adoraient la santé, mais ce n'était pas du tout un sujet, contrairement aux États-Unis où un président un candidat pour la présidence est obligé de s'exprimer à la fois sur la politique extérieure des États-Unis, mais aussi sur la question de l'assurance et de la question de santé. En France, c'est un sujet qui n'était pas vraiment un sujet terriblement discuté au moment des élections politiques. Et je pense que même si c'est très important et que les Français sont très fiers de leur système de santé, peu étaient au courant de ces réformes et de cette réduction du nombre de lits. Ça me permet de rebondir sur votre deuxième question, c'est que cette question de la réduction du nombre de lits et des moyens est une question qui a été traitée par beaucoup de sociologues en France, et notamment de sociologues critiques. Donc nous, on a voulu, j'ai envie de dire, quand on parle d'impréparation, il y a la partie débattue, connue, et qui a été travaillée par les sciences sociales, mais aussi par les journalistes, qui concerne la réduction des budgets de l'hôpital et la diminution du stock de masques. Nous, on a voulu, j'ai envie de dire, jeter l'éclairage sur une partie moins connue, qui est celle qu'on a présentée rapidement aujourd'hui. Mais évidemment, donc pour répondre à votre question, améliorer la coordination n'eût pas suffi à elle seule a priori à endiguer un certain nombre de difficultés, à pallier un certain nombre de difficultés. Ceci dit, cette question du nombre de lits, elle est plus complexe qu'il n'y paraît, parce que nous, on a maintenant accumulé à peu près entre 25 et 30 interviews qualitatives dans des hôpitaux qui ont été dans la première vague de l'épidémie, donc les hôpitaux de Mulhouse et de Strasbourg, mais également des hôpitaux dans l'Oise où on a eu un cluster, puis également des hôpitaux du côté de Grenoble, parce qu'il y a eu un cluster à Annemasse. Donc des hôpitaux qui ont été en première ligne, et puis des hôpitaux qui ont été en deuxième ligne, mais juste après, qui sont les grands centres de référence à Paris, les hôpitaux Salpêtrière et l'hôpital Bichat, qui sont les deux centres de référence, avec l'hôpital Mondor qui est devenu le troisième, et puis des hôpitaux au contraire, où on a eu la troisième, où on est arrivé. Et en fait, c'est pas tellement le manque de lits qui a été un problème. Ça a été deux choses. C'est le degré d'intégration de l'hôpital avec la médecine libérale. Et quand les médecins libéraux ont joué leur rôle de régulateur, c'est-à-dire qu'ils ont maintenu les patients à l'extérieur de l'hôpital plutôt que d'emboliser les services, parce que ces gens faisaient des symptômes mais ne connaissaient pas un état dégradé, et ça le SAMU aussi, c'est-à-dire les services de secours ont joué un rôle très important quand il y a eu un degré eh bien, très rarement, les salles de réanimation ont été remplies jusqu'au bout. Deuxième point très important, c'est que le problème, c'est que dans certains hôpitaux, et notamment à Mulhouse, mais ça a été très vite corrigé, ils ont décidé d'intuber et de sédater très vite les patients qui se dégradaient. Or, quand vous intubez, alors je ne sais pas comment ça se dit en allemand, j'espère que je le parle, mais quand vous intubez, vous bloquez un lit, effectivement, en réanimation pendant 15 jours, 3 semaines. Et donc, vous saturez. Mais très vite, ils se sont rendus compte qu'ils pouvaient retarder l'intubation, contrairement à ce que disaient les professeurs de réanimation en Italie, très connus, parce que l'Italie a une tradition de réanimation qui est connue mondialement, même si elle est très spécifique, et certains médecins chinois. Donc, il y a eu une espèce d'incertitude autour des normes, c'est-à-dire des critères à partir desquels vous devez intuber. Et ça, c'est un facteur absolument clé dans la régulation du nombre de lits. Et très, très vite, on s'est rendu compte qu'il n'y a que quelques endroits où, effectivement, le nombre de lits a été insuffisant et où il a fallu faire des transferts. Mais seulement quelques endroits. La plupart des autres disaient on a toujours eu plusieurs lits d'avance, y compris à Paris, y compris dans l'hôpital universitaire d'Avicenne, qui se situe dans le 93, donc une zone très peuplée, mais sous-dotée en moyens médicaux. Donc c'est important d'avoir cet aspect-là. Et d'ailleurs, dans certains pays, d'une certaine manière, c'est le suréquipement en lits qui a été très néfaste. Il y a un article d'un professeur italien que je vous invite à lire qui compare grosso modo la Lombardie et la Vénétie. Et la Lombardie est connue pour être extrêmement bien dotée en nombre de lits de réanimation, là où la Vénétie ne l'est pas. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'en Lombardie, ils ont admis très vite tous les patients,
qu'ils ont intubé très vite et ils ont été complètement bloqués avec ces patients et ont connu un taux de mortalité bien supérieur. Donc, ils ont été victimes d'une certaine manière d'une offre sanitaire qui était plus riche et plus large. En tout cas, c'est comme ça qu'ils l'expriment. Donc, je pense que c'est aussi important de voir cette question du nombre de lits avec tous ces facteurs de régulation, parce que l'un des déterminants vraiment de la mortalité, ça a été cette régulation des patients à l'entrée, régulation à l'entrée par le SAMU, puis par les urgences, est-ce qu'on vous hospitalise ou pas, puis ensuite entre les services d'infectiologie et la réanimation, est-ce qu'on le passe ou pas en réanimation? Non, il vaut mieux le garder en infectiologie. Et ça, ce sont des régulations médicales où il y a eu beaucoup d'incertitudes par rapport aux normes qu'il convenait d'appliquer avec cette maladie nouvelle. Donc, voilà, je pense qu'il faut regarder très en détail. Puis sur le dernier point, je serai beaucoup plus rapide. On reprend le terme de crise de manière, j'ai envie de dire, vernaculaire. On a une définition autochtone de la crise, c'est pas nous qui la définissons. Cependant, là où on devient un tout petit peu plus normatif, c'est quand on critique la crise comme un synonyme d'événement singulier, incomparable en tous ses points à un autre événement. Et c'est cette incomparabilité artificielle qui rend impossible, j'ai envie de dire, l'apprentissage, parce qu'elle fait que les missions d'enquête, les rapports parlementaires sur les gestions de crise s'interdisent et sont réalisés dans des conditions méthodologiques qui empêchent la comparaison entre des crises qu'a priori le bon sens rend très différentes, une tempête, un accident chimique, un accident nucléaire ou une épidémie, alors que nous militons pour une définition de la crise comme quelque chose effectivement d'unique, mais cette unicité, elle n'empêche pas l'existence de traits qui sont des traits singuliers, mais cependant rapportables, parce qu'on est toujours singulier dans un rapport de comparaison avec quelque chose, et des traits communs qui autorisent la possibilité de construire des réflexions comparatives et donc de favoriser l'apprentissage pour une meilleure gestion des crises plus tard. Juste pour compléter très vite, après je passe la parole à Jacob, mais juste pour compléter très vite sur le dernier point, c'est vrai que notre étonnement, et le mien en particulier, parce que je travaille beaucoup sur ces questions de préparation de crise en France, c'était le décalage entre l'investissement que la France a accompli depuis 20 ans en matière de préparation et gestion de crise, par toutes sortes d'instruments, dispositifs, de plans et autres, et puis le degré d'improvisation. Et quand je dis stable, ce n'est pas au sens péjoratif, mais c'est-à-dire qu'au sens où, face à un phénomène qui semble totalement inédit, on va effectivement inventer de nouvelles solutions, de nouveaux dispositifs, alors que ça fait 20 ans que non seulement on se prépare à gérer des crises au sens générique du terme, donc ça peut être un attentat terroriste, un tremblement de terre, inondation ou une pandémie, mais on avait aussi particulièrement investi le champ de la gestion d'une crise pandémique. Et malgré tout ça, effectivement, là, on improvise. Et c'est une fausse surprise de notre part, parce qu'en fait, ce qu'on avait pu voir depuis quelques années, c'était que justement, tant les préparations que les exercices qui étaient conduits pour tester les plans avaient en fait une forte propension à transférer sur une situation jugée extraordinaire le fonctionnement normal de l'administration et de la bureaucratie. Donc, au lieu de se situer dans quelque chose de totalement inédit, radicalement nouveau, extraordinaire, pour effectivement se préparer à penser et à gérer quelque chose de nouveau, au contraire, on avait eu tendance dans les exercices et dans les plans à transposer, à étendre en quelque sorte le fonctionnement normal, routinier des administrations dans ces moments de crise. Et du coup, on n'était pas prêt effectivement à affronter une situation qui ne rentrait pas bien dans les catégories, dans les cases. Et donc, Alors après, effectivement, quand les acteurs nous disent « mais ce n'est pas une crise, c'est un événement singulier », justement, par définition, une crise, c'est quelque chose qui ne rentre, une crise, en tout cas dans la littérature en sociologie, si on prend les travaux de Karl Weick aux États-Unis ou de Michel Debré en France, c'est justement quelque chose qui sort des catégories, qui sort des cadres, qui déborde et qui déjà pose un problème de sens. Et on voit bien effectivement que le 12 mars, il y a un phénomène de sense-making, comme dirait Weick, c'est-à-dire qu'il faut arriver à mettre du sens sur quelque chose qui
ne rentre pas dans ce qu'on avait prévu. Ce n'est pas une pandémie grippale habituelle. On ne sait pas très bien ce que c'est. Et la seule réponse qu'on a, c'est l'étude de Neil Ferguson, et ses fameuses courbes. Et on se dit, bon, ben voilà, c'est ça. Et donc, voilà, un tsunami, face à un tsunami, ben, qu'est-ce qu'on fait? On se confine. C'est tout, voilà, c'est ça. Donc, effectivement, ça montre bien effectivement que la notion de crise, elle est effectivement, enfin, l'usage qu'en font les acteurs les uns et les autres mérite vraiment d'être déplié, comme vous le suggérez, et c'est vraiment intéressant effectivement de travailler là-dessus. Ja, vielen Dank für Fragen und Antworten. Ich habe jetzt Merci pour vos commentaires et vos réponses, ainsi que vos questions. J'ai déjà 3 questions ici qui ont été posées et on va procéder de la manière suivante. Sébastien, qui est ici présent et se charge de la partie technique, va vous donner à chacun la parole en allumant le micro à chaque personne pour poser sa question. La première personne étant Adrien Laurent qui avait une question à poser. Vous avez la parole. Oui, bonjour, vous m'entendez bien? Oui. Oui, super. Bonjour, merci beaucoup pour cet exposé. Très clair. J'ai beaucoup aimé aussi votre article paru dans AOC hier, qui montre vraiment l'importance de cette théorie des organisations, en particulier pour bien comprendre cette crise et les défauts qu'on a pu y constater. Alors, j'avais une question qui était, alors votre propos est très centré sur voilà, cet imbroglio organisationnel, décisionnel et cet imbroglio d'organisation publique. Je voulais vous demander comment est-ce que vous percevez le rôle de la société civile et l'articulation avec la société civile dans le cadre de cette crise, et notamment si on compare peut-être avec d'autres pays. On parle beaucoup de démocratie sanitaire depuis un certain nombre d'années. Donc, voilà, est-ce que c'est un point qui a attiré votre attention? Je vous remercie. Alors, c'est une excellente question. On peut répondre à 2 niveaux. Au niveau de l'État, la gestion de cette crise, c'est tout simplement la négation de la démocratie sanitaire. Puisqu'on a la reproduction finalement de ce qu'on appelle le modèle traditionnaliste de la médecine, c'est-à-dire un médecin qui sait pour le patient ce qui est bien pour lui et qui l'infantilise. On n'est pas du tout dans le cadre d'une décision partagée. Et pourquoi ces reproductions de ce modèle traditionnel de la médecine que des lois comme celle de mars 2002 étaient censées faire voler en éclats? Parce que, comme je le disais, le conseil scientifique qui a contribué, j'ai envie de dire, à former les décisions du gouvernement pendant au moins une quinzaine de jours, il n'y avait aucun représentant de patients, aucun représentant d'usagers du système de soins. Et c'est pour ça que je vous disais, c'est certainement très préjudiciable parce que quand on n'a que des médecins dans un conseil scientifique, eh bien on s'expose à des gens qui vont privilégier le principe de précaution, qui vont tenir compte que, j'ai envie de dire, de manière discrète de l'épidémie en question sans nécessairement tenir compte de l'ensemble des autres conséquences qu'elle pourrait avoir sur d'autres plans et comment ces autres plans peuvent avoir aussi des conséquences sur l'aspect sanitaire. Alors qu'au niveau local, nous, on a plein d'interviews auprès de colonels de pompiers, de gendarmerie, auprès, bien sûr, des directions des hôpitaux, qui montrent comment la société civile a contribué à former des solutions parfaitement innovantes. Bon, alors évidemment, le thème le plus manifeste est celui des masques, mais pas simplement ça. J'avais une directrice d'hôpital de l'Oise ce matin qui me disait qu'ils ont eu des dons. Tout le monde est venu faire des dons de masques à l'hôpital. Et comment dire, une des choses, moi je suis pas un anti-jacobin, mais une des choses, loin de là, mais une des choses que montre cette crise, c'est, j'ai envie de dire, les limites du modèle centralisateur français, très manifestement. Donc, je pense que vous avez parfaitement raison. D'une certaine manière, je discutais de cela avec Didier Tabuteau, qui est celui qui a promu la loi des patients en 2002 dans le cabinet Kouchner, de Bernard Kouchner. Il était absolument atterré du fait que… Mais ça en dit long aussi sur… il y a eu un triptyque qui était grosso modo Macron, Édouard Philippe et ses médecins, et le ministère de la Santé et leurs médecins. Et c'est vraiment, comment dire, quand on regarde la façon dont les lois de santé publique ont été formées, ce sont des formations qu'on appelle élitaires, c'est-à-dire
un ministre, deux ministres, avec un groupe d'experts. C'est comme ça de la loi de 1977 de Simone Veil, de la loi de 1991 de Claude Évin, de la loi de 2002 de Kouchner, de la loi de 2004 comment il s'appelle le ministre qui... Bon, bref, c'est vraiment une façon élitaire de concevoir comment on doit prendre en charge la santé publique pour une population qui est grosso modo infantilisée. Ça, je pense que cette infantilisation, elle correspond au modèle traditionnel de la médecine où le médecin est le seul qui sait exactement ce qui est bon pour la santé de son patient et éventuellement il peut même se permettre de mentir à son patient du moment qu'il s'engage à mettre les intérêts de son patient devant ses propres intérêts. Deux petits compléments rapides. Premier complément intéressant, c'est que le Conseil scientifique a lui-même, au bout de quelques semaines, poussé pour la constitution d'une autre instance de consultation qui est justement associée à la société civile. Ils ont poussé pour ça. Alors, je ne sais plus quel était le terme, mais un comité de liaison qui aurait effectivement permis de faire cette articulation. Ils ont écrit une tribune dans Le Monde à ce sujet, etc. Et, tout, et ça a été bloqué par qui, je ne sais pas très bien, mais en tout cas, a priori, au niveau du gouvernement et des premiers ministres, il y avait une volonté de ne pas effectivement se lancer dans quelque chose qui serait complexe. Donc, il y a quand même eu une volonté d'ouverture, mais qui n'a pas été suivie. Et deuxième élément de réponse, je crois le plus important, c'est que la société civile n'est pas restée sans rien faire durant cette période. Et c'est ça aussi que nous voudrions arriver à étudier et à documenter maintenant dans les mois et années à venir. C'est en fait, il y a eu plein d'innovations, plein d'actions entreprises par des associations dans le champ de la santé, dans le champ social, dans le champ médico-social, dans le champ des migrants aussi, par exemple. Les migrants ont totalement disparu de la circulation par miracle. Le problème a disparu. Bon. En fait, ils ne sont pas disparus. C'est vraiment effectivement beaucoup d'acteurs, notamment associatifs, se sont effectivement mobilisés pour trouver des solutions. Donc, je dirais qu'il y a eu une très grande mobilisation, mais qui s'est faite séparément et indépendamment, je pense, de toute articulation avec les pouvoirs publics, sauf peut-être les municipalités. Ça sera aussi effectivement à explorer. Mais pour le reste, effectivement, ils ont agi dans leur domaine, mais sans pouvoir se coordonner facilement avec les services de l'État ou les agences, les services déconcentrés.